Nico, un point c'est tout. La gauche est la sortie de la connerie. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Je sais aujourd'hui le titre et le contour du titre que j'ai choisi sont sûrement quelque peu nébuleux pour vous à ce stade. Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que cela recoupe et c'est normal. Rassurez-vous, je vais m'en expliquer très rapidement. En premier lieu et en guise d'avant-propos, en quelque sorte, voici ce que je tiens à dire, histoire de planter le décor. Habituellement, le choix des thèmes que je souhaite aborder, en fait, s'avère souvent déterminé par un élément déclencheur. Quelque chose qui a retenu mon attention et m'a donné envie de traiter le sujet, si on va aller par là. Ici, il s'agit cette fois, en vérité, de quelque chose de plus diffus. Cela fait un moment que l'idée de cette chronique me trotte dans la tête. Qu'elle fait son petit bonhomme de chemin et qu'elle vient maintenant à maturation d'une certaine manière. Et ce, du fait de la multiplication d'événements qui se sont produits dernièrement, qui font que les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres désormais, si je puis dire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a pourtant un genre d'élément déclencheur qui me fait passer le pas et me pousse à entamer la création de ce podcast. Donc nous y voilà. Je vous propose aujourd'hui cet exercice intitulé « La gauche et la sortie de la connerie ». Pour faire une légère et rapide incise, j'avoue avoir hésité à nommer ce un point c'est tout la gauche la plus bête du monde. Toutefois, le nom me paraissait connoté électoralement quand je ne désire définitivement pas me cantonner à cette partie. J'escompte invoquer un tableau d'ensemble, si vous voulez, sans éluder évidemment la partie liée aux urnes et aux partis, mais en espérant orienter le tout de manière à ne pas nous borner à cela, ce qui serait dommage, puisque la réflexion doit déborder de ces considérations. Aussi, cela équivaudrait à un traitement incomplet de la question. Je souhaite vous mener vers autre part, davantage vers les relations entre les différents acteurs, et y ajouter un côté réflexion plus globale sur la gauche et ses diverses nuances, pas uniquement les partis politiques, ce qui dans ce cas ferait moins sens, présenterait un intérêt moindre. Le sens même du travail d'aujourd'hui, c'est un appel à la raison. Voilà ce que m'inspirent les réactions à ce qui se passe autour de Danny Caligula, voire même, pour être plus précis, autour du communiqué de la Zawa Prod. Enfin, ainsi que les réactions qui ont résulté de celui-ci et qu'il s'agit de ne pas ignorer. De divers streamers et canards, mais aussi personnes de leur chat ou communauté, selon ce que vous estimez être la formulation la plus appropriée. Bref, la constellation de gauche pour le dire de manière ramassée. Tout cela réveillant pour moi des souvenirs de scènes passées, scènes desquelles certains n'ont visiblement rien appris de ce que j'en perçois. Soit le point de départ de ce qui me fait passer le pas et me lancer dans l'aberration de ce Nico un point c'est tout. Un exercice que j'estime non seulement pertinent, mais aussi nécessaire, au vu de l'état de la gauche en ce moment. Attention, quand je dis état de la gauche, il ne faut pas entendre que j'estimerais qu'elle se porte mal, voire très mal, comme certains tendent à le considérer. D'ailleurs, souvent du fait de ceux qui sont en partie responsables du brouillage des pistes autour du terme de gauche, justement. Je suis loin de ce constat. Et ceux qui suivent un peu cette chronique de manière régulière, ou encore nos réacts du dimanche, pourront témoigner de mon relatif optimisme sur la période et concernant les chances insoumises pour la prochaine élection présidentielle. La formule de Gramsci se rappelle à notre bon souvenir. Je la convoque volontiers. Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Je ne tombe pas dans ce qui constitue le corollaire. En somme, une forme d'optimisme béat et aveugle qui tient plus de la croyance occulte que d'autres choses. Plutôt partant de l'optimisme, de la volonté militante ou encore des signes qu'on décèle. Ces signes qui poussent à croire réellement en nos chances pour la prochaine présidentielle. Pour cela, encore faut-il ne pas les gâcher en querelles intestines. Plus crétine qu'autre chose, si vous voulez mon sentiment sur le fond de l'affaire, dans la plupart des brouilles à gauche. Enfin, notre gauche, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu illustré ce qui me semble être les raisons qui suscitent de l'espoir. Je vais continuer à marteler les raisons de s'accrocher, de se battre, et croire en une victoire possible et un renversement de la table grâce à la prochaine échéance. 2027 ou avant, selon le calendrier. Peut-être aussi en fonction des desiderata du monarque présidentiel, ou encore les coups d'échec qu'il pourrait tenter. Notamment de ses manœuvres pour rester au pouvoir en dépit d'une fragilisation accrue à travers le temps. On a besoin, à mon avis, de faire cesser des dérives. Pas de mettre à bas le débat ou de contraindre les idées alternatives, mais de les garder dans des proportions plus saines, mesurées. Ne pas passer l'intégralité de notre temps à se pouiller au sein de notre camp, ou le consacrer à s'auto-affronter. De remettre à plus tard certaines empoignades, faute de quoi il se pourrait que certaines questions soient traitées de la pire des façons. Avec un gouvernement, une fois encore de droite dure, ou peut-être pire encore. Débat légitime versus discussion stérile. Commençons par une autocritique. L'entame de cette partie est un peu pour le sourire, mais pas que. Certains pourront sans doute estimer qu'il y a un décalage entre mes paroles et mes actes.
Ceci compte tenu de la manière dont j'ai cloué le bec d'autres pans de la gauche à certains moments avec mes biais réguliers. Pour ne pas dire à maintes reprises si on prend pour preuve ceux sur l'après et ceux qui égratignent les autres gauches en général, que j'ai senti le besoin de remettre les pendules à l'heure plusieurs fois déjà, que je serai amené sans doute à le faire à nouveau vu ce qui se profile, que je n'ai pas dédié 100% de ce que je vous propose à mettre un coup d'arrêt aux idées souvent reçues de la droite, mais aussi à celles de la gauche avec un accent circonflexe ou encore de la droite avec un phoné, et ce, contrairement à ce que j'aurais préféré faire, bien que je m'y sois consacré très souvent aussi. A fortiori, alors que les Nico 1 c'est tout qui ont le mieux marché ont été sur des thèmes où je m'opposais à d'autres gauches et l'Artec ou représentants. Il convient de faire une différence entre la gauche qu'on qualifierait d'insoumise ou de radicale et le reste, les autres n'étant pas, pour moi, le centre de ma réflexion à cet instant. Malgré tout, il s'agit d'identifier que lorsque je me suis adonné à ce type de pratique, cela n'a jamais été de gaieté de cœur, plutôt du fait que la situation le demandait, voire l'exigeait. C'est ma perception en tout cas. Aussi, comprenons-nous bien, ma démarche ne consiste pas à tout mettre sous le tapis. Ce n'est pas ce à quoi j'appelle ou j'aspire, loin de là. Elle ne sous-entend pas non plus de faire le dos rond et de rentrer la tête dans les épaules en attendant de se manger des coups sur la tête, sans broncher de préférence. Non, 3 fois non. L'autoflagellation, si chère à certains, n'étant pas mon truc. Ce n'est certainement pas de cela dont il est question. Comme en témoigne le fait que je ne suis également définitivement pas celui qui tombe un bras raccourci sur Mélenchon, à chaque fois alors qu'il introduit de la conflictualité dans l'espace médiatique, qu'il amène tout un tas de gens à réfléchir, réagir et se positionner, à trancher aussi, ce qui est salutaire. Il est absolument indéniable qu'il paraît véritablement compliqué de s'imaginer, entre autres choses, une configuration où on ne se confronte pas au PS par exemple, plus spécialement compte tenu des divergences idéologiques et stratégiques qui sont à l'œuvre, et semblent tous au fond en mesure de se résorber ou de se régler naturellement, et autrement que par un rapport de force qui tourne à notre avantage en les contraignant à être cohérents. Donc choisir leur camp. Choisir s'ils appartiennent aux droites dures ou, bien que mollement, à la gauche comme ils le prétendent. Ainsi déterminer quelles sont leurs priorités. Leurs alliances sous couvert de stabilité du pays avec une droite dure ayant été délétères pour l'image de ce qu'on appelle gauche. Tout comme le fait de taper ceux qui les dérangent du fait d'options visiblement trop à gauche. Entendez à leur coup ceux qui relativisent. Quand dans le même temps, leur énergie mise à contrecarrer la droite est proche de zéro. Sans oublier les questions d'hégémonie qui ont cours de surcroît, et qui font empirer le tout. Quelque peu dans le même registre, toujours concernant le PS, on ne peut pas faire nôtre les idées de passer par-dessus le bord, le fait d'avoir un programme cohérent, chiffré, issu de remontées du terrain, et construit avec les ONG, syndicats, etc. Soit d'établir à la place une sorte de liste de courses programmatiques pour l'occasion en guise de programme. Tout comme il est tout bonnement inconcevable de se faire à l'idée que, grosso modo, bon, après tout, les programmes n'engagent que ceux suffisamment idiots pour y croire et en arrivent à voter pour. Ou encore que l'antiracisme, c'est un poids, voire un fardeau, et on verra cela éventuellement plus tard. Enfin, un jour, si on a le temps, si l'alignement des planètes le permet en quelque sorte. Pour nombre de formations de la gauche malassane, le sujet étant trop clivant, entre guillemets. Donc un truc à remettre à plus tard ou à mettre sous l'éteignoir. Nous, ce ne sera jamais notre optique. Ceux qui pensent de la sorte ont d'ailleurs quitté nos rangs, ce qui en dit long. Il faut détacher les choses qui proviennent du fond et qui ont en ce sens toute légitimité d'un côté, et de l'autre des choses qui tiendraient plus de la politique politicienne, des logiques d'appareil et tout un tas de paramètres de cet acabit. J'y reviendrai évidemment lorsqu'il s'agira précisément de mettre en avant les oppositions factices et les débats stériles auxquels je faisais allusion dans le titre de cette section. Naturellement, dans la même lignée, avec une approche différente, il n'y a là aucun désir de clore les discussions à propos de mesures plus à gauche que les nôtres, telles que celles portées par le NPA ou Révolution Permanente par exemple, avec des intellectuels organiques comme Bernard Friot aussi. Ces débats ont leur place, d'autant plus que, pour moi, ils sont la famille, si je peux formuler la chose de cette manière. Après, il reste à déterminer du timing, de la pertinence du contexte, de quels ingrédients on met sur la balance, notamment en matière d'agressivité dans les échanges, ou au contraire d'ouverture et de bienveillance. De voir comment on peut réaliser les choses en commun. Et ce, quitte à avoir des discussions un peu vives et animées, on va dire. Mais dans un cadre qui est propice où le fond prime. Si vous me permettez, je mettrai en avant un peu plus loin dans mon développement ce que je reproche un peu à ce courant de pensée, et qui, quelque part, s'érige en antithèse de ce que je viens de dire.
Cette liste est non exhaustive et ne prétend pas l'être. Mon but à travers de ceci est simplement de souligner combien ces débats doivent se tenir et que ces derniers ne sont justement pas le type d'élément qui me fait parler de la connerie de la gauche, bien au contraire. D'ailleurs, ces oppositions ne concernent pas que des lignes politiques identifiées, mais s'étendent à d'autres sujets. Il va sans dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à cerner. Quant à la manière de gérer des problématiques si répandues qu'elles en deviennent de fait systémiques. En dépit de la meilleure volonté du monde qu'on puisse avoir en premier lieu, à l'instar de ce qui se produit avec les VSS et qui ont déjà donné plusieurs cas symptomatiques. Force est de constater qu'on a déjà pu étalonner l'incroyable difficulté à non seulement traiter la question, mais aussi y répondre en prenant tout en considération, sans en venir à la baston généralisée et se diviser salement. Donner vie à la dernière vignette des albums d'Astérix, où chacun y va gaiement, poisson pas frais à la main. Ou encore à ce que les insultes pleuvent par écrit. Tant les sujets en question donnent lieu à des prises de position des plus antagonistes au sein de notre camp, et que certains thèmes donnent naissance à des avis si tranchés qu'ils en deviennent source de division. Après, ne soyons pas hypocrites, tous les débats qui nous amènent à nous pouiller entre nous ne sont pas uniquement des choses qui en valent la peine. En outre, on rencontre le cas de figure où certains débats de fond qui doivent avoir lieu se retrouvent également à nous donner tous à verser dans des affrontements qui n'ont pas grand sens, parfois pour des raisons un peu surfaites. Qu'il s'agisse de labels de gauche, de recherches de pureté excessive, ou des attentes démesurées placées dans les mains des élus, ou encore de formes de déification de nos représentants, ou d'un idéalisme un peu teubé qui est assez souvent associé. Sans oublier cette fameuse tendance d'une gauche intellectuelle à refuser par principe l'idée de lead dans les mains de quelqu'un. Je reviendrai sur ces points dans une partie dédiée, pas d'inquiétude. Pour reprendre le fil de mon déroulement, il existe néanmoins bien des cas où les affrontements sont créés de toutes pièces et tiennent de la politique politicienne et autres, et que pas grand-chose de légitime ou intéressant n'en ressort. Les exemples sont foison pour l'heure avec toutes les niaiseries proposées par l'après, qui n'existent que par ce biais, et la lumière médiatique consécutive. Par exemple, leur procès en manque de démocratie suscitant l'hilarité générale par minorant, quand on sait que tous ont essayé d'imposer leur sous-courant de pensée et les stratégies qui vont de pair, ainsi que leur façon de voir et faire les choses dans le règlement de certains problèmes auxquels le mouvement était confronté. Affaire Quatennens, entre guillemets, en tête. Ce n'est évidemment pas mieux pour le PS si tant est qu'on place vraiment le PS à gauche et propulse le débat autre part. En particulier dans la mesure où il tente de faire la même chose que la droite et de nous affubler des pires positionnements politiques, pour ne pas dire nous faire passer pour des monstres, notamment concernant la communauté juive, ce qui se passe en Palestine, etc. Mais qui, pour l'occasion, ne sont rien d'autre que des instrumentalisations grossières, tant il est difficile de croire qu'ils sont à ce point idiots pour croire en les effroyables inepties qu'ils débitent, et qu'ils mettent sur la place publique. Ouh, vanne contre la droite avec un phoné, ça va Raphaël? Donne des news, man. Une fois la blague faite, et pour redevenir sérieux, tous ces trucs sont vraiment malvenus, car nous ne sommes pas des poissons rouges. Et que nous n'avons pas oublié qui a grandement initié cette trend contre nos compatriotes musulmans, en amalgamant cyniquement islam et islam politique, pratiquant lambda et extrémistes. Comble du ridicule, on a un peu les mêmes affres avec les communistes, leur leader estimant apparemment bienvenu, au lieu de serrer les rangs d'une gauche qui se respecte et supposément encline à un changement radical de société, d'aller hurler avec la meute et renforcer des stigmates sur la France insoumise, histoire d'aller montrer patte blanche sur les plateaux et de se faire adouber, et in fine recevoir les honneurs et onctions, ainsi qu'une réception bienveillante par ses organes bourgeois. Un peu comme le faillot de la classe qui tente de se mettre en avant et se faire bien voir de la maîtresse. C'est dire le niveau. Je reviens aussi rapidement sur ce dont j'ai parlé un peu plus tôt concernant NPA et Révolution permanente. Une fois encore, loin de moi de mettre sous silence des débats légitimes. Mais quand je vois qu'Anas nous réserve une bonne partie de ses coups et attaques, j'avoue mon incompréhension. On sait tous qu'on n'est pas sur la même ligne, que des choses font que nous divergeons à un moment. Après, est-il bienvenu de se confronter sur des choses dont on est loin dans la situation telle qu'elle est? Alors que, comme nous, sommes incriminés quotidiennement quasiment. Je ne trouve cela ni pertinent ni cohérent. En l'occurrence, ce type de comportement, pour le coup, est plutôt empreint de bêtise si on veut mon sentiment. D'autant qu'il lui reste à nous démontrer que la gauche institutionnelle, pour glaner une victoire par les urnes, n'est pas plus avancée que lui pour faire advenir le grand soir et ou la grève générale. A fortiori, dans la mesure où on aurait besoin des deux pour bien faire. Comme garantie, le fait est le suivant. Ce qu'on attend d'Anas ou de RP, c'est de nous ouvrir la fenêtre d'Overton. Non en nous tapant dessus par tribune ou vidéos interposées, mais en y allant franco contre nos adversaires. À la mesure de ce que Philippe Poutou a su faire durant le débat présidentiel de 2017.
Débat télévisé où il a joyeusement distribué les châtaignes verbales à l'encontre de nos adversaires des droites dures et extrêmes. Et que ces interventions ont été vues non seulement d'utilité publique, mais aussi comme jubilatoires par toute la gauche dite radicale. Moi le premier. Les médias indés, tout un cirque. Je sais, le titre de ce segment est quelque peu provoque également. Pourtant, il n'est pas si exagéré qu'il n'y paraît, en fin de compte. Surtout quand on y regarde de plus près. Dans cette partie, je m'apprête à traiter de toutes les formes de médias hors officialité. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout comment on a des configurations diverses en fonction des types d'acteurs, que tout mérite d'être mis en relief. Tant cela contribue à démontrer ce qui est le thème de ce podcast aujourd'hui. Ici, je vais évoquer les prises de bec qu'on voit relativement régulièrement surgir sur YouTube ou le net, entre gauchers. Ou encore, ce qui cloche, selon moi, avec certains médias alternatifs, et qui me fait dire que, à gauche, la connerie, comme je l'appelle dans le titre, est souvent au rendez-vous. Qu'on s'en passerait, qu'on perd beaucoup d'énergie à des débats qui ne mènent pas à grand-chose, pour ne pas dire qui ne valent pas la peine. Et qu'on crée des situations conflictuelles à partir de prétextes. Truc, globalement, qui pourrait nous occuper si on avait gagné, transformé la société, qu'on l'avait épuré de tous ces mots les plus problématiques au préalable. Mais qui, en l'état actuel des choses, où on a besoin d'une forme d'unité des gens sur des lignes de gauche véritablement de gauche, nous laisse avoir plus de bêtises qu'autre chose, à mon avis. Naturellement, je vais devoir certainement cristalliser certaines situations assez évocatrices, à défaut de toutes les énumérer pour illustrer mes propos, ce qui requiert des choix arbitraires, j'avoue. Pour contribuer à rendre mon cheminement plus concret, je souhaite parler par exemple de cet échange un peu musclé qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps entre Wissam et Padutim, concernant la psychanalyse. J'utilise le terme musclé, mais par ce qui me concerne, il est davantage lunaire encore. Débat par différentes vidéos interposées. Personnellement, je reconnais volontiers que je peine à comprendre ce qui invite le sujet dans l'actualité. Et ceux qui ont fait un sujet tel qu'ils doivent donner lieu à une couverture étendue et surtout des échanges des plus tendus. Plus spécialement entre des gens parmi les streamers les plus importants dans notre camp. Et dont l'efficacité en temps normal est de vulgariser les idées de gauche et de montrer les postures et éléments de langage de droite. Pour moi, que les personnes se pouillent en privé n'est pas un problème, bien que cela me paraisse pas forcément nécessaire. En revanche, que du temps de leurs travaux en ligne, aux yeux de tous, soit mis sur la table pour de telles oppositions, pour moi, ce n'est pas bien malin, pour ne pas dire de la connerie en barre. Je suis d'autant plus triste de prendre cet exemple que j'aime bien les acteurs impliqués et que je suis vraiment fan du boulot de Wissam, plus spécifiquement. Wissam, dont l'apport pour la gauche est énorme selon moi. Un peu dans la même lignée, on a eu du côté de la Zawa Prod à certains moments des prises de bec avec le canard. Et oui, je sais, j'ai osé. Mort de rire. Pour moi, ces pics, etc. ne sont pas du meilleur effet. La puissance de feu, si je puis dire, de ces streamers essentiels pour la gauche serait infiniment mieux utilisée en direction des droites dures. Surtout quand on sait la proportion de choses qui passent crème et qui sont sciemment invisibilisées, qui mériteraient cependant l'attention de tous, qui de facto pourraient peut-être amener certains à reconsidérer leur vote, à shifter à gauche. Il y a le cas Burgalassi aussi. Ce dernier qui nous expliquait avoir été pris en grippe par une partie de sa communauté et qui lui a adressé des messages pas forcément très sympathiques. Pour lui insupportable au point qu'il a voulu arrêter son activité. Ceci avec, pour justification, une participation à un événement de gaming Twitch. Bref, on croit rêver. On est dans du grand n'importe quoi. Le prétexte de ce shitstorm étant la présence de droitardés au rassemblement en question. On se trouve dans de l'argumentation du type de celle de la droite avec le fameux CCIF. Comme si une telle participation remettait en cause le travail de Mathieu à gauche. Ou que cela annihilait l'intérêt que revêtent beaucoup de ses contenus pour notre parti de l'échiquier politique. Plus spécifiquement au regard du travail qu'il a réalisé par rapport à l'extrême droite. Une bêtise, justement, qui est assez peu court à droite, où l'esprit de corps est bien plus naturel, si je puis dire. Eux ne sont pas à l'abri de quelque échange type Papacito-Cordier, mais cela reste des cas de figure plus isolés. Plutôt de l'ordre d'exception qui confirme la règle, en définitive. D'ailleurs, puisqu'il est question de ce streamer, Mathieu Burgalassi, je ne vois pas bien l'intérêt de son contenu effectué sur Dany, où il le dépeint comme indéfendable pour reprendre ses termes. Je reviendrai rapidement sur ce point par un autre angle. Mais pour ma part, ce que j'attends des gens connus ou reconnus à gauche, c'est de nous informer sur ce que fait la droite, pas d'investiguer sur des acteurs de gauche, notamment des personnes qui leur sont proches idéologiquement a priori. En guise d'incise, je dirais que cela équivaut à faire des CSC, fin d'incise. Pour en revenir à mon propos précédent, les enquêtes sur la gauche, c'est quelque chose que la droite se charge largement de faire d'ores et déjà, sachant qu'elle dispose d'infiniment plus de moyens dans tous les sens du terme,
Elle n'a pas besoin que nous tendions le bâton pour nous faire battre. Notre aide ne lui est indispensable en aucun sens. En particulier dans la mesure où elle dispose des médias de masse et que nombre de leurs influenceurs sont extrêmement suivis. Parfois comptent parmi les plus gros acteurs numériques du pays. Sans doute du fait de l'implantation de l'extrême droite de très longue date sur le web et que la fachosphère n'a rien d'un fantasme, de même que son ombre. J'entame mon virage vers la partie des médias alternatifs plus établis, si je peux appeler cela comme tel. Je parlais plus en amont du fait qu'en tant que personne de gauche, j'aspirais à ce que les médias qui appartiennent supposément à notre camp ne se livrent pas de la vendetta contre la gauche qui se tient debout. Je persiste et je signe, comme dirait l'autre. On sait très bien la bienveillance qui accourt chez les médias mainstream et de l'officialité pour les personnalités ou les politiques de droite. Quand j'évoque un tel fait, je ne peux m'empêcher de revoir Salamé en quasi-pamoison devant Carlos Ghosn et son récit de supposée évasion des geôles japonaises. Des étoiles plein les yeux devant son héros. Ce qui serait, de fait, si ce qui est dit est vrai, une personne qui ne serait ni plus ni moins qu'un repris de justice en fuite. Et rassurez-vous, personne de ce côté du spectre politique n'aura ne serait-ce que soulevé l'aspect indécent de tout cela. Eux se seront relayés pour nous expliquer les biais de la justice japonaise. Ils ne chient pas la honte, comme on dit chez moi. Alors, comme de bien entendu, je n'appelle pas un tel degré de cynisme ou une capacité de dédouaner nos représentants, surtout s'ils sont coupables de quelque chose de répréhensible. Mais d'ici à consacrer du temps pour faire le boulot de la droite ou des médias des milliardaires, ou sinon de se faire leur relais, il y a des limites. À moins que cela ne soit pour apporter des éléments de contradiction aux enquêtes de droite, justement. Pour rétablir les faits concernant des personnages ou formations de gauche, il y a un monde de différence. Je le concède, je ne comprends pas la démarche. On sait très bien à quoi tient une partie de ce phénomène, ce truc de la bourgeoisie intellectuelle, genre moralement et intellectuellement supérieure, qui estime s'inscrire en faux de quiconque pourrait exercer une quelconque influence, ou pire, la pseudo-caporaliser, envers lequel il est bon de montrer son indépendance coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quitte à tomber un peu dans le ridicule si besoin est. J'ai beau aimer et regarder des médias comme Blast et a fortiori le média, il n'en demeure pas moins que des pics ici ou là lancés à LFI ou à Mélenchon me paraissent un peu gratuits ou déplacés en fonction des cas de figure. Plus de tenir de la posture et donc de la bêtise plus qu'autre chose. Je me suis fait la réflexion concernant la nouvelle émission de Marion Lopez. Marion que je trouve très bien et dont je trouve le travail vraiment intéressant au demeurant la majorité du temps. Ce bémol mis à part pour ne rien cacher. Je ne sais pas ce dont témoigne ce genre de pic formulé occasionnellement ici ou là. Cela génère de l'incompréhension pour ma part. On sait tous que le média entend avoir des spectateurs de gauche dont la partie mollassonne de notre courant politique, mais bon. Aussi, il a essayé de s'affranchir de l'image du média de la France Insoumise qui lui a été accolée non sans raison à son lancement, alors que Sofia Chikuru était de l'aventure. Mais bon, pour moi, c'est du même acabit que de voir la CGT s'émanciper du Parti communiste, en fait. Cela a des allures d'indépendance dans une relation d'association idéologique de facto, qui ne serait pas une honte, mais plutôt à assumer, à mon sens. Cette démarche ne me paraît indispensable qu'au regard des yeux de la droite, en fait. Soit du point de vue de personnes qui ne s'embarrassent pas de telles considérations de leur côté. C'est un peu le hic. Ne nous trompons pas non plus sur la nature de mon assertion. J'entends, en dépit d'un comportement globalement bienveillant, et plutôt dans l'état d'esprit de débunker les inepties dites sur notre compte. Plutôt que de nous enfoncer, ce qui semble les autoriser à s'affranchir avec un pic pas forcément bienvenu à intervalles réguliers. Pour ce qui concerne Blast, je passe rapidement sur ce cas. C'est assez largement la même chose que pour le média, à ceci près qu'il n'y a jamais eu d'affiliation. Et que le pic, de temps à autre, malgré la proximité idéologique de gauche et écolo, s'explique plus par le fait qu'on a Denis Robert à sa direction, que ce dernier est un bon copain à Ruffin. Pourtant, sur Blast, on a affaire à de la bienveillance le plus clair du temps aussi. Exception faite d'un pic superflu au détour ici ou là avec lequel on compose. Bien que pas réellement super nécessaire. J'avais été déçu d'un pic du genre sur une chronique de Ashton que je trouve pourtant vraiment super. Je vois le truc comme un peu bête, mais comme cela reste raisonnable, on est dans un cas de bêtise rentrée, et qui n'a pas trop de conséquences. Aussi, si je tenais à insister sur la bienveillance en général du média comme de Blast, c'est pour, par contraste, montrer que certains s'avèrent nettement moins systématiquement animés de bonnes intentions. Et que dans les coups fourrés contre la FI, on retrouve souvent Mediapart et Plenel, comme par hasard. Le fameux Edoui, dont l'inimitié pour Mélenchon n'est pas une légende, mais bien documentée. Et qu'on a vu se traduire de bien des manières à travers le temps. Sans doute un truc d'appartenance trotskiste qui n'a pas été digéré. Et j'en suis persuadé, dans ce cas, qui correspond résolument à ce truc de la bourgeoisie intellectuelle qui se donne des airs supérieurs.
En tout cas, concernant Mediapart, bien que se revendiquant de gauche, l'AFI n'a pas beaucoup pu compter sur l'aide de Edoui et de son canard. Quand, reconnaissons-le, il a été nettement moins regardant pour filer du temps d'antenne à Macron ou aller jouer les faire-valoir dans les interviews du pensionnaire de l'Élysée. Sans oublier qu'il avait fait partie de ceux qui ont accouru pour appeler à voter pour lui au deuxième tour, sans hésiter de surcroît. À peine le résultat communiqué, l'invitation était lancée. C'est là que le bas blesse. Et ce, alors que Lordon avait déjà produit sa réflexion des plus cohérentes sur les qualificatifs de Macron et de Le Pen, les nommant la fasciste et le fascisateur, pour reprendre ses mots. Bref, Mediapart, pour moi, constitue un bel exemple de bêtise profonde à gauche. J'attendais de leur position, de centralité, de par leur installation de longue date, qu'ils se consacrent eux aussi pleinement à exposer les dossiers de la droite, et non déployer des équipes d'enquêteurs pour se pencher sur la gauche. Et somme toute, effectuer un travail approximatif assez souvent. Et ce, alors qu'il y a déjà foule pour ce type de mission. Et puisqu'à Mediapart, ils possèdent une capacité à propager leur contenu plus importante que bien d'autres de notre côté de l'échiquier, sans vouloir faire de blagounettes sur leur logo. La recherche de la sainte pureté à gauche. Pourquoi je parle de conneries de la gauche ? Eh bien parce qu'elle tend à vouloir faire advenir les préceptes de la droite, si on va aller par là. Ce qui devrait être le cadet de ses soucis. La droite est souvent plus finaude en termes de tactique et sait se montrer habile quant à utiliser les failles de la gauche. Une gauche qui, pourtant, est bien plus réaliste, cohérente, etc., ainsi que largement moins d'élus sur les réalités. Je pense qu'il s'agit de ne pas faire abstraction des qualités de l'adversaire pour mieux les combattre. Et il faut reconnaître que la droite a le point pour l'occasion. Elle a su faire intérioriser à la gauche une forme de nécessité de morale qui lui a fait pousser à l'extrême, en soi-disant pointant ses contradictions ou ses hypocrisies, lui tordant le bras dans le dos d'une certaine manière, la poussant à une forme d'idéalisme. Ce qu'elle était, comble du ridicule, cependant très mal placée pour faire. Cette droite, supposément si soucieuse de sécurité, justice, de faire enfermer les gens qui foutent, mais qui ne trouvent rien à redire aux innombrables gamelles, souvent impunies, que ses leaders peuvent contracter. Bref, de la tartufferie dans le texte, pour ne pas dire de la très grande démagogie. Du coup, on a tout un tas de personnes qui n'ont rien vu venir et qui se retrouvent à gauche à attendre de la vertu absolue de la part de ses représentants, en tout temps et à toute occasion, et peu importe le sujet. Du coup, laissant zéro place à l'erreur à quiconque à gauche qui se trompe, le bûcher étant dressé quasi instantanément, sans trop de forme de procès. Pour vous prendre un exemple concret pour illustrer cela, Dany Heraz mis à part, il n'y a pas eu grand monde à prendre la défense de Andy Carbrat. Pourtant, on peut le considérer comme malade, en proie à une addiction. Et au lieu de tirer sur l'ambulance, comme on dit, on aurait attendu que davantage de personnes à gauche soutiennent Andy, en lieu et place de l'abandonner en race campagne, ne pas considérer qu'il filait un mauvais coton ou donnait une mauvaise image du mouvement. Ainsi hurlant avec la meute de droite, lui offrir notre aide, non pour le féliciter, bien sûr, car cela n'entend pas que l'on cautionne ce qu'il a fait, mais en fait pour considérer qu'au lieu de le percevoir comme un député qui doit, de par sa fonction, être exemplaire, plutôt le considérer comme une émanation du peuple, avec tout ce que cela peut avoir de faiblesse. Dans ce cas précis, une addiction. D'être un homme comme un autre, autrement dit. Qu'on a affaire à quelqu'un de malade, plutôt qu'à un délinquant qui convient de pointer du doigt. À droite, l'équation est différente. On n'a jamais vu quiconque jeter un membre sous le bus pour avoir fait des conneries. C'est tout l'inverse et j'en prends pour preuve que Fillon a non seulement réussi à gagner la primaire des LR, mais aussi à faire au-delà des 20% dans un contexte où il avait tout un tas d'affaires au basque. Ce qui en dit très long sur l'esprit de corps qui est la norme. Loin de moi l'idée de faire la promotion d'un tel comportement à gauche. En revanche, si on pouvait, toute proportion gardée, s'éviter de se tirer des balles dans le pied et d'accabler ceux de notre camp, cela ne serait pas un luxe. La recherche de portée de beaucoup à gauche, pour moi, relève d'une forme de naïveté, d'un idéalisme poussé à son paroxysme ou de dérive d'exemplarité souhaitée, qui tourne vinaigre en quelque sorte. Les gens attendant des sans faute ou encore des représentants en tout point parfaits, ce qui est une chimère complète. Si on est de gauche, on devrait davantage se préoccuper de camaraderie et d'entraide, plutôt que de vouloir des gens en tout point parfaits et irréprochables. Sinon, cesser de juger et d'exclure n'importe qui, et ce, à la moindre opportunité qui se présente. Cela ne veut naturellement pas dire qu'on donne une onction ou un blanc-seing, peu importe la manière dont les individus se comportent, rien à voir. Cela veut surtout dire qu'on accepte que les gens puissent faire des bêtises, se tromper, se rater, etc. Se remettre sur les rails et repartir dans la bonne direction.
Et s'il y a faute, les personnes doivent prendre leurs responsabilités et accepter les conséquences de leurs actes. Ce qui n'inclut pas qu'on leur appuie sur la tête pour les empêcher de sortir la tête de l'eau. De préférence, leur permettre une réhabilitation et les aider à revenir sur de bonnes bases, une fois leur peine accomplie. Type de chance qui n'a pas été donné à plusieurs personnes, je développerai sous peu. Il est également question de la relation au leader à gauche, soit avec des attitudes en gros visant à reconnaître personne, voire un rejet de quiconque marche un peu devant ou est plus en vue. La logique étant de n'accepter aucune tête qui dépasse, ou sinon la take complètement inverse. Autrement dit, des gens qui attendent des demi-dieux, voulant des personnes sans défaut avec une gestion impeccable de tout et en toutes circonstances. Mélenchon est très évocateur de ses comportements, entre ceux qu'il critique par culture du refus du chef, et les autres qui en viennent à le critiquer parce qu'ils s'énerveraient, diraient cela, ou n'auraient pas dit ceci, etc. Et dont la moindre incartade lui fait essuyer une pluie de critiques. En aparté, par ailleurs, je me marre des bouffonneries assénées par les deux pseudo-journalistes qui ont créé ce torche-cul qu'on nomme la meute. Si ces gens avaient réellement été en relation avec des insoumis et non concentré leurs efforts sur des aigris qui en veulent au mouvement, ils auraient recueilli bien d'autres types de témoignages, et le contenu aurait varié en tout point. Après, on comprend que cela n'aurait pas servi ni leur paroisse, ni été dans le sens du livre qu'ils désiraient écrire. Surtout que la possibilité de bashing aurait été largement atténuée, ce qui aurait été préjudiciable apparemment. Merci pour l'ironie qu'on m'autorise. Un régal. Ce qui est particulièrement problématique et grave, selon moi, c'est quand, par esprit de pureté, on finit par se substituer à la justice et vouloir réprimer pour l'exemple. Sanctionner et taper fort sans proportion gardée. En somme, tout sauf de la justice. Chose vraiment consubstantielle à certains à gauche. Pour moi, c'est exactement le genre de cas de figure qu'on a rencontré avec le dit Cacaténins. Et dans une certaine mesure, bien que l'histoire soit différente avec Taha Bouafs. Dans le premier cas, on a un homme condamné par la justice à 4 mois avec sursis, sanction qui aurait pu en soi suffire, puisque la justice avait l'intégralité des pièces en main pour juger de son affaire. Pourtant, nombreuses ont été les voix à se lever pour réclamer une double peine et de faire un exemple, faire que la sévérité soit totale. Pourtant, la peine de justice assortie de 4 sanctions politiques n'était encore pas suffisante pour certains. J'en prends pour preuve que la chanteuse, dont le nom ne me revient pas, a quitté le mouvement en estimant que la question avait été mal gérée par la FI, il paraît. Un truc qui ne fait aucun sens, car il faudra qu'elle nous explique où elle est allée militer, des suites de son départ et pour quel résultat. De la bêtise et rien d'autre. Pour rappel, Adrien a été exclu du groupe parlementaire de la FI pendant une durée équivalente à la décision de justice, puis radié de son parti, le parti de gauche. En outre, il peut remercier les gens de l'après pour leur sens de la solidarité et leur instinct inné de la camaraderie au passage. Il a été démis de ses fonctions de coordinateur national du mouvement et est reparti en bas du bas de l'échelle, si tant est qu'il n'a pas pu défendre son siège, qu'il a complètement disparu des radars depuis lors. Et finalement, il a dû se mettre en relation avec une association qui traite des VSS et suivre un stage. Bref, selon moi, le truc n'a pas été traité par-dessus la jambe. Mais pour certains, rien de tout cela ne suffisait. Seul le bannissement à vie, être frappé de la honte à jamais, et la condamnation à perpétuité pouvaient faire l'affaire. Summum de la bêtise. Surtout quand on sait que lui est le seul à avoir avoué son mauvais geste et un comportement problématique, et qu'il est, grosso modo, le seul à avoir trinqué. Quand les individus, niant en bloc, auront tranquillement continué leur chemin comme si de rien n'était. Comme cela fut le cas à droite à maintes reprises. Ceux qui savent ce que je produis savent qu'il n'a jamais été question d'absoudre Adrien de ses fautes ou de minimiser ses erreurs. Je les ai pointés du doigt sur le plan individuel comme politique. Il s'agit d'insister sur le droit au pardon et à la rédemption pour ceux qui ont fauté. C'est d'une toute autre nature comme raisonnement. Aussi, je veux me permettre de rapidement prolonger mon propos au cas de Taha Bouafs et de Julien Bayou, hommes qui ne semblent finalement pas avoir quoi que ce soit de retenu contre eux au final. Enfin, si j'ai bien saisi ce dont ils retournent. Mais individus qui ont trinqué pour la si chère exemplarité apparemment. Ces affaires menant à des injustices sous couvert d'exemplarité, sauf erreur de ma part. On a évité la condamnation à perpète par anticipation. Tout un exploit. Que dire aussi de Mediapart qui s'est fait le relais, je cite, des soupçons s'accumulant contre Carlos Martins Bilongo pour fraude. Terriblement drôle dès lors qu'on sait quelle fin a eu le dossier et que la justice a statué sur une absence de preuve de quelque fraude que ce soit de la part du député du Val d'Oise. On se dit, en particulier au vu du verdict, que Plenel et les autres auraient mieux fait de consacrer leur temps à d'autres dossiers. Surtout qu'il y a eu du plein sur la planche à droite, globalement et en particulier côté parti présidentiel. Tout cela, pour moi, c'est le signe de la bêtise qui règne parfois à gauche. Ainsi que c'est le signe, visiblement, d'une appétence pour l'autoflagellation que je suis très très loin de partager,
qui m'exaspère pour ne rien cacher. Et là, pour des raisons de temps et afin de ne pas vous proposer quelque chose de trop long et trop indigeste, je fais un peu l'impasse sur le truc des supposés patrons toxiques à gauche. Les noms de Sofia Chikirou et de Danny Caligula étant souvent donnés en pâture quand ce type de thème est mis sur la table. Plus spécialement en ce moment, alors que le torchon appelé la meute est promu en long, en large et en travers dans les médias. Les médias mainstream, univers à l'épreuve de la toxicité, comme chacun sait. Comme en témoigne la présence des supercapitalistes de ce monde à leur tête et les présentateurs vedettes aux mains baladeuses, et dont les méthodes pleines de vertus sont éprouvées. Nul besoin de se le remémorer. Mais je tiens à prendre le temps de dire ceci. J'ai eu la chance de faire une émission avec Sofia Chikirou, et de fait, nous ne nous connaissons pas très bien puisque c'était la seule fois où nous nous sommes vus. Pourtant, elle est la seule, camarade de la chaîne mise à part, à m'avoir adressé un message privé des suites du tremblement de terre qui s'est produit ici. Et cerise sur le gâteau, elle a demandé mon numéro à un contact en commun. Sofia cherchant non seulement à savoir si j'étais sain et sauf, mais me demandant aussi s'il y avait quelque chose qu'on puisse faire pour moi. Comme vous l'aurez compris, le signe qu'on a affaire à une personne absolument terrible, hein. Un monstre doublé d'un tyran, doué d'une bonne dose d'humanité, il fallait oser. Si je rajoute cette partie supplémentaire à mon propos aujourd'hui, cela m'est inspiré par le contenu des modems que j'ai écoutés. Elle traitait du bouquin La Meute. Que ce truc, par des pseudo-journalistes, évoquait combien elle était un problème, soi-disant, et que des génies de notre camp étaient limite prêts à emboîter le pas. Cela est également un exemple de la bêtise qui sévit à gauche. Et si on sortait du manichéisme? Le fait est que les gens à gauche, bien qu'animés à n'en pas douter des meilleures intentions du monde, ne sont ni des role models, ni des saints, et qu'il peut arriver à nombre de représentants, militants, élus, porte-parole, streamers ou influenceurs et tutti quanti, puisque la liste est longue, de faire des choses en dehors des clous, ou encore en dehors de leur éthique ou standards supposés, voire en contradiction avec leurs idéaux politiques. Ainsi va la vie. Le fait est que nous sommes des êtres sociaux, et que maintes des maux que la société inflige aux personnes sont d'ordre systémique et donc transversaux du point de vue partisan. Qu'on peut se retrouver sans y crier gare, à verser dans des choses à l'égard desquelles nous devrions ou voudrions nous tenir, mais qui se rappellent à nous de par les nombreuses constructions sociales à l'œuvre à bien des échelles, et auxquelles il est presque impossible d'échapper compte tenu de l'ampleur du phénomène, de la manière dont les choses se perpétuent depuis des siècles. L'essentiel étant d'être sincèrement animé de la volonté de faire advenir une vie et société meilleure. Cela me fait passablement rire, pour ce qui me concerne, les gens qui se drapent dans les habits de pro-chevaliers blancs à l'armure immaculée, et dont nous devrions croire en l'absolue sainteté, sur parole bien évidemment. Plus spécialement quand les critiques émanent de l'autre côté du spectre politique, et que les paroles et les actes ne sont, pour ainsi dire, jamais en correspondance. Alors, il s'agirait, toute proportion gardée, de ne pas verser dans le ridicule ou l'infaisable, pour nous à gauche. Attendant des gens qu'ils agissent tels des êtres de perfection et ne laissant aucune place à l'erreur. On est à gauche, en effet, du côté de la vertu, puisque du côté du partage de la richesse, de la protection de l'environnement, du respect du vivant et tout un tas de choses de cet acabit. Mais avant toute autre chose, ce qui nous différencie de la droite, c'est cette idée de la réhabilitation. De payer son ardoise et d'avoir le droit à un nouveau départ, sur de bons rails et dans le droit chemin. Essayer de limiter les embardés est tout en l'honneur de la gauche. Ce qui la salit, en revanche, c'est de donner dans la condamnation ferme, définitive, et sans qu'une possibilité de pardon ne soit offerte, à quelque moment que ce soit. Personnellement, je n'attends de clean sheet de personne. Nous sommes des êtres humains, pas des machines, et encore moins des dieux vivants. Les gens peuvent se tromper, nous décevoir, c'est comme ça. Pour ce qui me concerne, je pense, et c'est pour cela que je mentionnais qu'il ne faut pas que nous tombions dans le manichéisme, que nous soyons en capacité de conserver les bonnes choses qui ont été faites. S'il y a bien une chose que je partage de ce qu'a dit Raz durant le communiqué de la Zawa, c'est qu'il ne faut pas bazarder l'héritage de Danny. Il a fait un travail essentiel pour la gauche, et il faut le souligner. Cela ne change rien à ces histoires, dont je peine toujours à comprendre de quoi elles retournent, mais qu'importe. Dans tous les cas, même en imaginant que ce soit livré au pire, ces observations restent légitimes. Si la justice doit passer par là, elle le fera. Mais rien ne change ce que Danny a pu apporter de bon à la gauche. L'éveil de tas de personnes qu'il a permis. Et surtout, n'apportons pas de l'eau au moulin des tartuffes de droite en les autorisant à véhiculer que nous donnons dans la cancel culture. Nous, à gauche, ne devons pas aider la droite dans son entreprise. Évitons simplement d'accabler des anciennes idoles pour certains, des camarades de combat pour d'autres. Arrêtons de créer des stars et de les brûler, si je puis dire. Agissant en camarades avec la bienveillance qu'on peut espérer y mettre. J'aurais aimé parler de la relation avec les syndicats, mais j'ai déjà été trop long.
Veuillez m'en excuser, je vais faire l'impasse. J'espère que mes réflexions auront pu présenter un intérêt pour ce qui vous concerne. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1 point c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à mes camarades Alia et Sublime pour m'avoir prêté leur voix et avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt.